Un téléphone, sauf erreur de ma part, a une vocation quand même principale. Et c'est écrit dans son nom. Alors, pour ceux qui pensent que je suis une vieille conne, rassurez-vous, je le vis très bien. Vous avez testé le casque à réalité virtuelle ou pas? Oui, c'est assez terrifiant. Ouais. C'est assez terrifiant. Il y en a un, je ne l'ai pas fait, mais mon affichiste légendaire, qui est le plus grand affichiste en France, c'est Laurent Lufroy, a testé un casque virtuel il y a quelques années. Il m'a raconté que ils sont dans une pièce, ils mettent le casque virtuel, et puis ils vont se promener, et à la fin, il y a un type qui vous braque avec un flingue, et 9,5 personnes sur 10 se mettent à genoux. Tellement Il n'y en a pas un qui essaie de le démontrer. Non, il y en a pas un. Il y en a un qui s'est pas mis à genoux, mais ce qu'il ne pouvait pas. Il était âgé, il ne pouvait pas. Mais c'est fou quand même. Et on a été reçus au GIGN. C'est toujours des gens que j'admire, ces mecs-là, donc ils nous ont invités. J'ai un tout petit gamin qui est très rigolo, qui a 9 ans, etc. Et tout. Puis alors, on voit, il y a une barrière au sol, comme ça, il y a une petite poutre sur le sol, et on leur met un casque virtuel, et on leur dit, vous allez marcher dessus avec le casque virtuel. Et mon gamin, très prétentieusement, a dit, je vais être plus fort que mon cerveau. Donc il est monté sur le truc, mais au bout, avec le casque virtuel, il y a le vide. Personne ne va sur le parquet, hein. C'est terrible, ça. Alors, vous parlez de ChatGPT, machin et tout. Oui, on peut court-circuiter notre conscience. On a beau savoir que c'est virtuel, n'empêche qu'on saute pas. Et on se met à genoux parce qu'un flingue vous est présenté sous le pif. C'est terrifiant. Hein. Et on rentre dans un monde où la réalité est tellement enlaidie, justement, par des politiques qui sont hors sol ou par une parole qui est pas bonne, que le gros refuge des gamins, c'est le virtuel. Et moi aussi, d'ailleurs, hein, moi, à leur âge, je me remets dans les cinoches parce que je préférais le virtuel à la réalité. Donc aujourd'hui, le virtuel ou l'archaïsme? Bah, c'est pas l'archaïsme, il y a des gens qui drapent notre réalité d'une laideur. Et la consommation est une laideur, la publicité est une laideur, le discours politique tel qu'il est pratiqué est une laideur. Et on finit par voir que ça. Alors le gamin, boum, il se réfugie dans le virtuel, comme moi je me réfugie dans les bouquins, dans les films. Je vois 2 films par jour, moi. Je rêve dans les films, je m'évade dans les films, je vis dans les films. J'existe dans le quotidien. Vraie nuance. Écoutez, il va falloir être un peu sérieux avec ce qui fait sens. Voilà. Il faut comprendre à un certain moment que tout n'est pas compatible avec tout. Donc quand vos enfants, le soir, passent 3 heures de suite à jouer à Fortnite en haute définition, en très haut débit, eh bien, ils ne lisent pas l'Iliade. C'est l'un ou l'autre. Nous avons un temps limité. Le temps que nous passons sur Instagram ou sur Twitter, nous ne le passons pas dans les livres. Et de la même manière, l'attrait que nous pouvons développer pour un certain nombre de jouissances essentiellement artificielles ou artefactuelles est un pouvoir d'émerveillement que nous ne développons plus par rapport à un autre réel. Pour être très concret, nos enfants, et nous-mêmes, hein, pour être honnête, savent reconnaître à l'oreille les sons Snap, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Mais ils ne savent pas reconnaître les 3 chants d'oiseaux que nous entendons encore dans les villes. Bon, rassurez-vous, hein, nous avons perdu 400 millions d'oiseaux en Europe, vraisemblablement 1 milliard aux États-Unis, donc bientôt on n'entendra plus ces chants d'oiseaux et la question ne se posera plus. Mais enfin, aujourd'hui, c'est pratiquement le seul son non humain qu'on peut encore entendre en ville. Personne parmi les jeunes ne sait reconnaître les 3 chants d'oiseaux les plus banals. Et donc, ce qui doit être posé sur la table aujourd'hui, c'est simplement la question du choix. Voilà. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que l'on souhaite valoriser? Et qu'est-ce qui nous rend désirable, finalement? Qu'est-ce qui me pose dans une posture méliorative aux yeux de l'autre? Parce que je crois que c'est ça le cœur du problème. Nous aimons tous être aimés. Qu'est-ce qui me rend aimable, finalement? De pouvoir effectivement poster des voyages, des images de mon dernier week-end passé aux Bahamas, virtuel, hein, je ne l'ai pas fait, ou est-ce que c'est au contraire inviter à un peu d'émerveillement face à cette, on pourrait appeler ça, cette étrange banalité que nous avons perdu de vue. Je crois qu'il va falloir oser poser les vraies questions axiologiques, c'est-à-dire relatives aux valeurs. Donc si vous êtes en fait pour la vie, vous êtes contre la croissance, c'est problématique en termes de mots. Et c'est exactement la même chose avec le progrès. Moi, on m'a demandé très souvent, et pourquoi les écolos sont anti-progrès? Bon, ma seule réponse est effectivement avoir supplanté les réseaux sociaux aux livres
est-il un progrès? C'est uniquement ça la question. Ce n'est pas un progrès, c'est une addiction en réalité, dont nous tous avons fait les frais d'une manière ou d'une autre. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de s'opposer au progrès. Moi, je suis chercheur en astrophysique et je suis ravi qu'on comprenne des choses sur les trous noirs. Je suis ravi que les médecins apprennent à nous soigner. Je suis ravi que les biologistes découvrent des relations commensalistes insoupçonnées, y compris même, je l'ai lu récemment, entre les arbres. C'est merveilleux, le progrès de la connaissance. C'est merveilleux de décupler nos interactions et nos moyens d'aimer. Simplement, il y a une sorte de drogue assez claire qu'on appelle, je sais pas, fascination technologique, qui aujourd'hui est perdant-perdant. C'est-à-dire que intrinsèquement, elle nous abrutit et indirectement, elle contribue de façon majeure à l'affaissement de la vie sur Terre. Voilà ce qu'il faut regarder en face. Mais quelque part, ça signifie qu'il faut engager une mutation de nos valeurs, quelque part. Ça pose vraiment la question des valeurs, de l'éventail des valeurs à partir desquelles nous déterminons ce qui est progrès ou ce qui ne l'est pas. C'est exactement cela. Moi, je crois que l'enjeu majeur aujourd'hui, il est axiologique et symbolique. Parce que, finalement, écoutez, pourquoi est-ce qu'on veut une voiture de sport? Pourquoi est-ce qu'on veut le téléphone portable dernier cri? Pourquoi est-ce qu'on veut ça, en fait? C'est pas pour ce que nous apporte, parce que, en fait, on sait tous que ça nous apporte absolument rien. C'est une manière d'acheter le regard de l'autre. C'est une manière de se rendre désirable. Et donc, si le désir change de camp, si aujourd'hui, on le dit, franchement, ça fait plouc. Vous vous faites photographier en jet ski pendant vos vacances. C'est plouc. C'est juste ridicule. Si on comprend que ça devient un marqueur de délinquance environnementale, si ça devient un marqueur d'incompréhension du monde dans lequel nous sommes, si ça devient un marqueur d'égocentrisme à un point qui est un peu grave quand même, hein, parce que je rappelle 800 000 morts par an en Europe dues à la pollution. C'est pas simplement pas sympa, c'est grave, d'autant plus grave bien sûr quand on a des responsabilités. Si tout cela apparaît, alors je crois que la mutation sous-jacente devrait se faire naturellement. Parmi les 7 types de déchets qui existent dans le monde et qui sont reconnus à l'international, il y a un segment de déchets qui évolue beaucoup plus vite que les autres à une vitesse exponentielle, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les D3E. Et à l'intérieur de ça, on a un très gros problème avec le numérique. En l'occurrence, cette question du numérique, elle est extrêmement importante. Systex appelle là. Il faut dénumériser la société. Et quand on dit dénumériser, c'est pas juste moins utiliser son téléphone. Ça, sinon, j'aurais dit qu'il fallait avoir, je sais pas moi, du numérique responsable ou je sais pas quoi. Parce que j'ai dit, faut dénumériser. Faut enlever l'électronisation. Enfin, en fait, actuellement, on a une électronisation jusqu'au frigo. Vous avez remarqué que vous pouvez parler à vos frigos maintenant. Je sais pas bien pourquoi ça se fait. Parler à votre femme ou à votre mari plutôt que de parler à votre frigo. C'est quelle idée saugrenue. On peut parler à son frigo, on peut parler à une Google machin qui vous explique, qui fait les choses à votre place. Vous n'êtes incapable de trouver quoi que ce soit sans avoir un téléphone dans la main parce que c'est lui qui vous dit où aller et quand faire pipi, limite. On est quasiment à ça, hein, pour certaines personnes. En l'occurrence, quand je vous parle de ça, c'est pas juste parce que j'ai envie de dire, bah, c'est pas bien d'utiliser beaucoup de numérique. C'est parce que derrière, les réalités, elles sont catastrophiques sur les D3E. C'est l'enfer, les D3E. On ne sait même pas, pour la plupart, on ne sait pas les recycler. Vous savez ce qu'on fait? On les met en décharge. Et si on peut et qu'on a de la chance, on arrivera à les exporter illégalement. Allez voir au Ghana ce qui est en train de se passer, quoi. Allez voir même les recycleurs chez vous, en Suisse. Demandez-leur quelles sont leurs réalités, ce qu'ils arrivent à recycler, ce qu'ils n'arrivent pas à recycler, ce qu'ils jettent. Vous pouvez aller visiter les usines de recyclage. Rendez-vous compte de ce qu'on jette et de ce qu'on n'est pas capable de recycler. Le numérique, il a une particularité, si vous voulez, par rapport aux autres secteurs, comme la construction ou l'agroalimentaire, c'est qu'il a cette caractéristique de générer des trucs qui sont complètement inrecyclables, et en très grande quantité, avec des taux de croissance qui sont énormes. Et il faut réserver le numérique pour les usages qui ne peuvent pas s'en passer dans ce cadre-là. Dénumériser, c'est de dire, on n'a pas besoin d'écrans qui ne seront pas recyclés en milliers d'exemplaires dans les transports en commun en Europe. Mais mince, dites-le, quoi. Enfin, je ne vous oublie pas de vous le dire maintenant tout de suite, mais faites passer le message. Ces écrans-là, pensez-y, à chaque fois que vous verrez un écran qui vous montre une information dont vous n'avez pas besoin et dont vous vous contrefoutez, excusez-moi de l'expression, en l'occurrence ceux-là, une fois qu'ils seront démontés au bout de 2-3 ans, parce que vous comprenez, marché public, je ne sais encore quelle histoire qui va vous expliquer qu'il faut renouveler la flotte de panneaux tous les 3 ans, ça va partir en décharge et on ne récupérera pas le métal dedans. Ça veut dire qu'il faut que vous assumiez collectivement qu'on crée des écrans en grande quantité qui ne servent à rien pour être jetés. Vous assumez, vous ? Moi, j'assume pas, je vous le dis. C'est pour ça que dans le métro, je suis toujours comme ça, je veux pas avoir les écrans. Parce que j'assume pas du tout. Je suis très très mal à l'aise.
Et puis il faut arrêter les idées amélioratives contre le numérique, quoi. Mais qu'est-ce que j'entends comme bêtises? Alors voilà, donc je vous en donne que quelques exemples, mais par exemple, le rôle du numérique dans la transition écologique. Bah, vous allez me montrer des dispositifs sur lesquels vous avez mis de l'électronisation massive pour assurer je ne sais quelle fonctionnalité. On a travaillé par exemple à Systex un petit peu sur l'agritech, par exemple, puis on en reparlera. À partir du moment où vous électronisez un dispositif, ça va être compliqué à gérer, quoi. Ça veut dire une partie des petits métaux que je vous ai montrés, ça veut dire diminution de la recyclabilité, ça veut dire augmentation des flux de matière. Donc, du coup, il faut de l'éco-conception. Mais alors, j'entends beaucoup de gens parler de l'éco-conception, quand on lève une pièce, ils disent « Ah yeah, j'ai éco-conçu, c'est bon ». Alors, c'est pour ça qu'il faut parler plutôt d'innovation frugale. Et il y a 4 enjeux pour nous. C'est développer des conceptions véritablement sobres. Aujourd'hui, il n'y a pas de conception sobre. C'est-à-dire que même sur les téléphones qui sont censés être sobres, on arrive à mettre en plus des des softwares qui pompent au maximum toute l'énergie que vous avez sur votre téléphone et qui, du coup, vont réduire drastiquement l'autonomie ou les capacités de votre dispositif. Donc, quand je vous dis faire vraiment du low-tech, là, c'est un téléphone, sauf erreur de ma part, a une vocation quand même principale. Et c'est écrit dans son nom. Alors, pour ceux qui pensent que je suis une vieille conne, rassurez-vous, je le vis très bien. Mais par contre, dites-vous qu'à chaque fois que vous ajoutez soit une fonctionnalité, soit un saut de performance, c'est tout ça qui est derrière.